Le jour où la Norvège s'est souvenue de sa foi oubliée, c'était un mardi calme à Oslo le 13 février 2024 lorsque les chiffres sont apparus pour la première fois dans le briefing matinal d'Aftenposten. Pas le genre de chiffres qui font la une des journaux, pas encore. Juste une petite statistique, presque fortuite, enfouie dans un rapport sur la religion. L'islam est désormais la religion qui connaît la croissance la plus rapide en Norvège, avec des taux de conversion parmi les Norvégiens de souche ayant augmenté de 42% au cours des 5 dernières années. L'article était prudent, presque dédaigneux, le présentant comme une curiosité, une note de bas de page dans l'histoire plus large de l'immigration et de l'intégration. Mais j'étudie les changements religieux en Europe depuis plus de 3 décennies, et je peux vous dire que les statistiques ne sont pas qu'une simple note de bas de page. Il s'agit du premier tremblement de terre de quelque chose de bien plus profond, de bien plus conséquent que quiconque au sein du gouvernement norvégien ou à Washington ou à Bruxelles veut l'admettre. J'étais à Bergen cette semaine-là, prenant la parole lors d'une petite conférence sur l'identité scandinave. La salle était pleine d'universitaires, de quelques journalistes, d'une poignée de diplomates à la retraite. Lorsque j'ai souligné que le taux de conversion de la Norvège à l'islam était désormais supérieur à son taux de conversion au christianisme au XIXe siècle, le silence était assourdissant. Un historien, un homme qui a passé sa carrière à étudier les transitions religieuses de l'ère viking, s'est penché en avant et a déclaré « Vous me dites que nous répétons le passé, mais à l'envers. » J'ai hoché la tête. « Je ne répète pas, dis-je. Inversé. » Et personne au pouvoir ne veut parler de ce que cela signifie réellement. C'est le problème de ces histoires. Le récit officiel est toujours le suivant, ce n'est qu'un incident. Une phase. Une anomalie statistique. Mais ce n'est pas le cas. Et si vous regardez attentivement, très attentivement, vous verrez que le changement religieux discret en Norvège n'est pas seulement une question de foi. Il s'agit de géopolitique, d'énergie, de migration et de l'effondrement lent et inexorable de l'ordre de l'après-guerre froide. Il s'agit d'un pays qui était autrefois le plus homogène d'Europe se retrouvant soudain au centre d'une lutte qu'il n'avait jamais demandée. Et il s'agit de la façon dont, lorsque les empires déclinent, les gens situés aux limites de la carte commencent à faire des choix que les habitants des capitales ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire racontée par le gouvernement norvégien est simple. Ça va comme la Norvège est une société laïque et progressiste. L'immigration en provenance de pays à majorité musulmane, Pakistan, Somalie, Irak, Syrie est stable depuis des décennies, naturellement, elle s'accompagne d'une population musulmane croissante. Certains Norvégiens, notamment des jeunes, se convertissent à l'islam, mais il s'agit d'un phénomène marginal, motivé par la curiosité, les mariages interreligieux ou la recherche d'un sens spirituel dans un monde de plus en plus matérialiste. Les chiffres sont faibles, seulement quelques milliers de convertis dans un pays de 5,5 millions d'habitants, et il est peu probable que cette tendance perdure. La direction norvégienne de l'intégration et de la diversité a même commandé des études suggérant que la plupart des convertis sont des musulmans culturels, peu pratiquants, et que cette tendance s'estompera à mesure que les jeunes générations s'assimileront à l'étau libéral et individualiste de la Norvège. Les médias renforcent cela. Un documentaire de NRK de 2023, Les nouveaux musulmans de Norvège, a suivi 3 convertis norvégiens blancs, 2 femmes et un homme alors qu'ils naviguaient dans leur nouvelle foi. Le ton était sympathique mais prudent, décrivant leur conversion comme des voyages personnels, ne faisant pas partie d'un modèle plus large. Les experts interrogés, sociologues, imams, quelques hommes politiques, en ont tous minimisé l'importance. Ce n'est pas un mouvement, a déclaré un chercheur. C'est une poignée de personnes qui trouvent leur propre chemin. Le message du gouvernement est encore plus délibéré. Dans un discours prononcé en 2022, Annette Tretbergstuen, alors ministre de la Culture et de l'Égalité, a reconnu l'augmentation des conversions, mais s'est rapidement tournée vers la réassurance. Les valeurs norvégiennes, égalité, liberté d'expression, laïcité, ne sont pas menacées. Nos citoyens musulmans sont aussi norvégiens que n'importe qui d'autre, et leur foi est une affaire privée. Le sous-texte était, ce n'est pas une histoire. Continuez. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Les données ne le supportent pas. Déconstruire ce que disent réellement les chiffres. Commençons par les bases. Les statistiques du gouvernement norvégien racontent une histoire différente de celle qu'il vend.
En 2010, il y avait environ 1200 Norvégiens convertis à l'islam dans le pays. En 2020, ce nombre était passé à 4500. En 2023, ils étaient plus de 7000. Cela représente une augmentation de 583% en 13 ans. Pour rappel, la population musulmane totale de la Norvège y compris les immigrants et leurs descendants s'élève à environ 300 000 personnes. Ainsi, même si les convertis ne représentent encore qu'une petite fraction de la communauté musulmane de Norvège, leur taux de croissance est 10 fois plus rapide que la croissance globale de la population musulmane. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Les conversions ne se produisent pas dans le vide. Ils sont concentrés dans des groupes démographiques spécifiques, la majorité des convertis ont entre 20 et 35 ans. Il ne s'agit pas de retraités qui découvrent la religion au crépuscule de leur vie. Il s'agit de jeunes adultes, pour la plupart instruits et engagés politiquement. Les femmes représentent 60% des convertis, un renversement de la tendance mondiale où les hommes dominent les statistiques de conversion. Cela suggère quelque chose de plus profond que la simple curiosité, quelque chose de culturel, voire d'idéologique. La plus forte concentration de convertis ne se trouve pas à Oslo, où vivent la plupart des immigrés. C'est à Bergen, Trondheim et Stavanger, des villes ayant des liens historiques étroits avec le passé maritime et missionnaire de la Norvège, ce n'est pas une coïncidence, des villes qui ont connu des changements économiques rapides au cours de la dernière décennie. Une étude réalisée en 2022 par l'Université de Bergen a révélé que 40% des convertis norvégiens s'étaient auparavant identifiés comme de gauche ou progressistes, et qu'une partie importante avait été active dans des mouvements environnementaux ou antiracistes. Il ne s'agit pas ici du djihad. Il s'agit d'un désenchantement à l'égard du libéralisme occidental. Maintenant, parlons du pourquoi. Le récit officiel dit qu'il s'agit de spiritualité personnelle. Mais si cela était vrai, nous observerions des tendances similaires dans d'autres pays européens laïques. Nous ne le faisons pas. La Suède, le Danemark et la Finlande comptent tous des populations d'immigrés musulmanes, mais aucun n'a connu des taux de conversion comparables à ceux de la Norvège. Alors, qu'est-ce qui est différent ? 3 pétrole, identité et arctique. L'énergie cachée, la souveraineté et la nouvelle route de la soie. La Norvège est le plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Europe. C'est également l'un des pays les plus dépendants du continent en matière d'énergie, avec 98% de son électricité provenant de l'hydroélectricité, et pourtant, c'est un exportateur net de combustibles fossiles. C'est un pays qui a construit toute son identité moderne sur la richesse des hydrocarbures, même s'il prêche l'environnementalisme au reste du monde. Pendant des décennies, le secteur énergétique norvégien a été une préoccupation géopolitique secondaire. Les États-Unis et l'Union européenne ne se souciaient pas de savoir où la Norvège vendait son pétrole et son gaz, tant que ceux-ci continuaient à circuler. Mais ensuite sont arrivés Nord Stream 2, la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe. Soudain, la Norvège n'était plus seulement un fournisseur, elle devenait un atout stratégique. En 2022, les États-Unis et l'UE ont fait pression sur la Norvège pour qu'elle augmente ses exportations de gaz pour remplacer les approvisionnements russes. La Norvège s'est conformée, mais non sans hésitation. Le gouvernement norvégien savait que la dépendance à long terme à l'égard des marchés énergétiques européens constituait une vulnérabilité. Alors ils ont commencé à regarder vers l'Est. Entrée en Chine. En 2021, la Norvège a signé un accord de 3 milliards de dollars avec la China National Petroleum Corporation de Chine pour développer des projets de GNL dans l'Arctique. En 2023, une délégation norvégienne, dirigée par Jonas Gahr Støre, alors Premier ministre, s'est rendue à Pékin pour discuter de la coopération énergétique extra-énergie, y compris les technologies de captage de l'hydrogène et du carbone. Le département d'État américain a protesté discrètement, mais la Norvège a quand même décidé d'aller de l'avant. Voici que la Chine ne veut pas seulement le gaz de la Norvège. Il veut la loyauté de la Norvège. Et c'est là qu'intervient l'islam. La Norvège compte une population musulmane composée à 60% de Pakistanais, à 20% de Somaliens et à 10% d'Irakiens, autant de communautés ayant des liens profonds avec l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. Le Pakistan est une pierre angulaire de la BRI, avec des investissements chinois dans le port de Gwadar et dans le corridor économique Chine-Pakistan. La Somalie est un nœud clé de la route maritime de la soie chinoise, avec Pékin construisant des ports à Berbera et à Djibouti.
Irak? La Chine est désormais le plus grand investisseur dans son secteur pétrolier, ayant signé des accords pour 10 milliards de dollars rien qu'en 2021. Ainsi, lorsque de jeunes Norvégiens désillusionnés dont beaucoup sont issus de milieux de gauche et anticapitalistes commencent à se convertir à l'islam, ils ne se contentent pas d'adhérer à une religion. Ils s'alignent sur un bloc géopolitique qui offre une alternative à l'hégémonie occidentale. Laisse-moi tranquille. Il ne s'agit pas de terrorisme. Il s'agit ici de puissance douce. La Chine, la Russie et les États du Golfe ont passé la dernière décennie à cultiver les communautés musulmanes en Europe pour contrebalancer l'influence américaine. Ils financent des mosquées, des bourses, des centres culturels. Ils offrent des opportunités commerciales, des visas et même la citoyenneté aux convertis influents. Et en Norvège, où le gouvernement n'a aucun contrôle sur le financement religieux, ces efforts ont été couronnés de succès. En 2020, un rapport des services de renseignement norvégiens divulgué à Dagbladet avertissait que les acteurs étrangers, en particulier ceux du Golfe et de Turquie, utilisent la conversion religieuse comme outil pour renforcer leur influence à long terme en Norvège. Le rapport a été supprimé, mais la tendance était que les convertis norvégiens ne se contentaient pas de trouver Dieu. Ils cherchaient des clients. La géopolitique, comment la Norvège est devenue un champ de bataille. Il ne s'agit pas seulement de la Norvège. Il s'agit de la nouvelle guerre froide. Les États-Unis considèrent la Norvège comme un avant-poste de l'OTAN dans l'Arctique, un élément essentiel de leur stratégie d'endiguement de la Russie et de la Chine. La Norvège accueille des Marines américains à Trondheim, le centre de guerre interarmé de l'OTAN à Stavanger et la base aérienne la plus septentrionale du monde à Bodø. C'est également un acteur clé dans la politique du Conseil de l'Arctique, où les États-Unis et la Russie sont engagés dans une lutte par procuration pour les routes maritimes et l'extraction des ressources. Mais la Norvège est prise entre deux mondes. D'un côté, les États-Unis exigent une loyauté inconditionnelle, pas d'investissement chinois, pas d'accords énergétiques russes, pas de déviation de la ligne occidentale. De l'autre côté, la Chine et la Russie offrent quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas offrir, l'indépendance économique. C'est là que l'islam devient un outil géopolitique. La Chine considère la communauté musulmane de Norvège comme un pont vers l'Europe. Si la Norvège peut être attirée sur l'orbite de la BRI grâce à des accords énergétiques, au commerce et à son influence culturelle, cela affaiblira la domination américaine dans l'Arctique. La Russie considère les ambitions de la Norvège dans l'Arctique comme une menace pour sa flotte du Nord. Mais il considère également la population musulmane de Norvège, en particulier les communautés tchétchènes et daguestanaises, comme un levier potentiel. Moscou a discrètement financé des mosquées tchétchènes en Norvège, non pas pour se radicaliser, mais pour renforcer son influence. Les États du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis voient la Norvège comme une opportunité de soft power. Ils financent des écoles islamiques, des programmes de certification halal et des initiatives de dialogue interreligieux, tous conçus pour normaliser l'islam dans la société norvégienne. Et puis il y a la Turquie. Le Diyanet turc étend de manière agressive son influence en Europe, et la Norvège ne fait pas exception. En 2021, l'autorité religieuse contrôlée par l'État turc a repris le Conseil islamique de Norvège, la plus grande organisation fêtière musulmane du pays. Cette décision a été discrètement soutenue par le gouvernement norvégien, qui considérait la Turquie comme une alternative modérée à l'extrémisme financé par le Golfe. Mais voilà, la Turquie n'est pas un acteur neutre. Sous Erdogan, elle s'est positionnée comme le leader du monde musulman, défiant la domination de l'Arabie saoudite. Et elle entretient des liens profonds avec la Russie et la Chine. En 2022, la Turquie a bloqué l'exclusion de l'OTAN vers la Suède et la Finlande, exigeant des concessions en échange. En 2023, elle a opposé son veto aux sanctions de l'UE contre la Russie, tout en achetant du pétrole russe et en vendant des drones à l'Ukraine. Ainsi, lorsque des convertis norvégiens rejoignent des mosquées financées par la Turquie, ils ne rejoignent pas seulement une communauté religieuse. Ils s'alignent sur un projet géopolitique qui cherche à remodeler l'équilibre des pouvoirs en Europe. Que se passe-t-il lorsque la foi devient un problème de sécurité nationale? C'est là que les choses deviennent dangereuses. Les États-Unis disposent de 2 bases militaires en Norvège, la Marine Rotational Force Europe à Trondheim et la station radar Globus 3 à Var, qui surveillent l'activité des missiles russes. La Norvège est également un acteur clé dans la stratégie arctique de l'OTAN,
organisant chaque année des exercices de réponse au froid qui simulent une guerre avec la Russie. Mais que se passe-t-il lorsqu'une partie croissante de la population norvégienne, même si elle est encore petite, ne considère pas la Russie ou la Chine comme un ennemi? En 2023, un rapport classifié des services de renseignement norvégiens, obtenu par Klassekampen, avertissait que un groupe restreint mais influx de Norvégiens convertis à l'islam est cultivé par des acteurs étrangers pour influencer la politique étrangère norvégienne. Le rapport désigne la Chine, la Turquie et le Qatar comme principaux coupables, et note que certains convertis se sont vus offrir des opportunités d'affaires, des bourses et même des postes politiques en échange d'un plaidoyer en faveur de leurs clients. Il ne s'agit pas ici d'extrémisme violent. Il s'agit d'opérations d'influence. La Chine utilise des convertis norvégiens d'origine pakistanaise ou somalienne pour faire pression contre la présence militaire américaine en Norvège. En 2022, un groupe d'hommes d'affaires norvégiens et pakistanais, liés au projet chinois de la BRI, se sont publiquement opposés à l'élection de la base marine américaine de Trondheim. La Turquie utilise les convertis norvégiens au Conseil islamique pour promouvoir des liens plus étroits avec Ankara, y compris une coopération militaire. En 2023, le Conseil islamique de Norvège a fait pression sur le gouvernement pour qu'il autorise les vols militaires turcs à utiliser l'espace aérien norvégien pour des opérations en Syrie. Le Qatar finance des programmes d'études islamiques dans les universités norvégiennes, dans le but de façonner la manière dont l'islam est enseigné en Norvège. En 2021, l'université d'Oslo a accepté une subvention de 5 millions de dollars de la Fondation du Qatar pour créer un centre d'études islamiques. Le département d'État américain s'y est opposé en privé, mais l'accord a été conclu. Parlons maintenant des risques d'escalade. Les États-Unis ont deux options. 1. Doubler la présence militaire, ce qui risque de s'aliéner la communauté musulmane de Norvège et de la pousser davantage dans les bras de la Chine et de la Turquie. 2. Réduire la présence militaire, ce qui affaiblit la dissuasion de l'OTAN dans l'Arctique et enhardit la Russie. Aucune des deux options n'est bonne. Et plus cela dure, plus les divisions internes de la Norvège deviennent un handicap pour la sécurité nationale. La politique intérieure. Pourquoi l'élite norvégienne ne peut pas se permettre de dire la vérité? La classe politique norvégienne est prise au piège. D'un côté, vous avez le Parti travailliste et le Parti du centre, qui ont gouverné la Norvège pendant la majeure partie du siècle dernier. Ils sont pro-OTAN, pro-UE et pro-États-Unis. Mais ils dépendent aussi des votes musulmans, notamment à Oslo et Bergen, où les communautés pakistanaises et somaliennes sont politiquement influentes. De l'autre côté, vous avez le Parti du Progrès, la droite populiste norvégienne, qui a gagné en pouvoir en s'opposant à l'immigration et à l'islamisation. Le FRP veut interdire le financement étranger des mosquées, restreindre les abattages halal et réprimer les sociétés parallèles. Mais ils sont considérés comme des extrémistes par les grands médias, et leur rhétorique anti-musulmane s'est retournée contre eux, poussant davantage de jeunes Norvégiens à se tourner vers l'islam comme une forme de rébellion. Il y a ensuite le Parti vert, qui s'oppose à la présence militaire américaine et souhaite que la Norvège se tourne vers la Chine et la Russie sur les questions énergétiques et climatiques. Il gagne le soutien des jeunes Norvégiens urbains, dont beaucoup considèrent l'islam comme une force progressiste et anticapitaliste. Le résultat ? Un gouvernement qui ne peut pas admettre ce qui se passe. Ils ne peuvent pas dire que l'islam se développe car cela alimenterait l'extrême droite. Ils ne peuvent pas dire que la Chine et la Turquie influencent les convertis, car cela mettrait en colère leurs électeurs musulmans. Ils ne peuvent pas dire que les États-Unis mettent la Norvège dans une impasse, car cela mettrait en péril le soutien de l'OTAN. Alors ils mentent par omission. Ils minimisent les chiffres. Ils considèrent les conversions comme un choix personnel et non comme un changement géopolitique. Mais les gens le savent. En 2023, un sondage réalisé par Response Analyse a révélé que 52% des Norvégiens pensent que l'islam devient trop influent en Norvège. Parmi les électeurs du Parti du Progrès, ce chiffre était de 89%. Parmi les électeurs travaillistes, c'était 38%. Parmi les électeurs du Parti vert, c'était 12%. Ce n'est pas une question marginale. C'est une fracture nationale. Et ça ne fera qu'empirer. Scénario. Que se passe-t-il ensuite? Voyons cela. Il existe 3 avenirs possibles pour la Norvège, et aucun d'entre eux n'est bon. Scénario 1, le lent dénouement. Dans ce scénario, la tendance à la conversion en Norvège se poursuit, mais progressivement.
Le gouvernement minimise le problème, les médias l'ignorent et les États-Unis prétendent que cela n'existe pas. Mais sous la surface, l'alignement géopolitique de la Norvège change. La Norvège augmente ses exportations de gaz vers la Chine, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de l'Europe. Les États-Unis protestent, mais la Norvège les ignore, invoquant des nécessités économiques. Les États-Unis réduisent leur présence en Norvège, craignant en Norvège, en déplaçant son attention vers les pays baltes et la Pologne. L'armée norvégienne, autrefois un avant-poste clé de l'OTAN, commence discrètement à diversifier ses partenariats. La Turquie devient un fournisseur majeur de drones, tandis que la Chine propose une coopération en matière de cybersécurité sous couvert de « souveraineté numérique ». Les États-Unis le remarquent, mais au moment où Washington se rend compte que la Norvège s'éloigne, il est trop tard pour inverser la tendance sans risquer une véritable crise diplomatique. Le gouvernement norvégien, pris entre ses alliés traditionnels et ses nouvelles réalités économiques et démographiques, commence à jouer sur les deux tableaux. Ils continueront à assister aux réunions de l'OTAN, mais ils enverront également des délégations à l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils condamneront l'agression russe en Ukraine, mais refuseront de se joindre aux sanctions secondaires contre la Chine. Et pendant ce temps, le nombre de mosquées à Oslo, Bergen et Trondheim ne cesse de croître, non seulement dans les quartiers d'immigrés, mais aussi dans les banlieues riches où vivent les Norvégiens d'origine. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Chaque conversion est un point de données dans un calcul géopolitique plus vaste. Lorsqu'un imam norvégien formé au Qatar prêche dans une mosquée financée par le Diyanet turc, il n'enseigne pas seulement la théologie. Il façonne la façon dont cette congrégation voit le monde. Il leur dit que l'OTAN est un outil de l'impérialisme américain, que l'initiative chinoise la ceinture et la route est l'avenir, que la guerre russe en Ukraine est un conflit par procuration orchestré par l'Occident. Et quand ces fidèles rentrent chez eux, ils ne se contentent pas de prier, ils votent, ils protestent, ils se présentent aux élections. Ils font désormais partie d'un nouveau bloc politique qui considère l'avenir de la Norvège comme autre chose qu'un partenaire junior dans l'architecture de sécurité américaine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour l'équilibre militaire en Europe. La Norvège a toujours été le flanc nord de l'OTAN, la porte d'entrée vers l'Arctique. Ses bases aériennes, comme celles d'Héran et d'Evenes, sont essentielles à la surveillance de l'activité des sous-marins russes dans l'Atlantique Nord. Ces accords de partage de renseignements avec les États-Unis et le Royaume-Uni comptent parmi les plus sensibles de l'Alliance. Mais que se passe-t-il lorsque les responsables de ces bases commencent à se demander si l'OTAN est réellement dans l'intérêt de la Norvège ? Que se passe-t-il lorsque les soldats des stations radars de VAR se mettent à écouter les imams qui leur disent que la Russie est victime de l'agression occidentale ? Vous n'avez pas besoin d'un coup d'État pour affaiblir une armée. Il faut juste assez de doutes, assez d'hésitations, assez de gens qui ne croient plus en la mission. Voilà un inconfortable. L'armée norvégienne est déjà en train de changer, et pas seulement à cause des conversions. En 2021, les forces armées norvégiennes ont annoncé qu'elles autoriseraient le hijab dans l'uniforme. En 2022, la première femme soldat musulmane a été déployée dans le cadre d'une mission de l'OTAN en Lituanie. La même année, les services de renseignement norvégiens ont averti dans leur évaluation annuelle des menaces que les opérations d'influence étrangère ciblant les musulmans norvégiens constituaient une préoccupation croissante. Mais ils n'ont pas précisé quels acteurs étrangers étaient impliqués, car cela aurait été politiquement explosif. Était-ce la Turquie, avec son vaste réseau de mosquées et de centres culturels ? Était-ce l'Arabie saoudite, avec son historique de financement de prédicateurs salafistes ? Ou était-ce le Qatar, qui a investi des millions dans les universités et les groupes de réflexion norvégiens sous couvert de « dialogue interreligieux » ? La réponse, bien sûr, est tout ce qui précède. Et plus la population musulmane de la Norvège augmente, plus ces pays ont de l'influence. Prenons le cas du Conseil islamique de Norvège, la plus grande organisation fêtière musulmane du pays. En 2020, il a reçu plus de 20 millions de NOK de financement de sources étrangères, notamment du gouvernement turc et de la Ligue musulmane mondiale, un groupe soutenu par l'Arabie saoudite et lié à des idéologies extrémistes. Le gouvernement norvégien le sait. Ils le savent depuis des années. Mais ils ne peuvent pas réduire le financement sans être accusés d'islamophobie, et ils ne peuvent pas le réglementer sans irriter leurs nouveaux électeurs musulmans.
Alors ils ne font rien et l'argent continue d'affluer. Parlons maintenant du scénario 2, le contre-coup. C'est l'avenir dans lequel l'establishment norvégien prend enfin conscience de ce qui se passe et décide de riposter. Cela commence par une répression du financement étranger des mosquées. Vient ensuite l'interdiction de l'abattage halal, justifiée par une question de bien-être animal. Le gouvernement commence alors à expulser les imams qui prêchent l'extrémisme, même s'ils sont citoyens norvégiens. Le Parti du Progrès et d'autres groupes de droite applaudissent, mais la réaction est immédiate. Des manifestations de masse éclatent à Oslo, avec des convertis norvégiens marchant aux côtés d'immigrés musulmans. Le Parti vert appelle au boycott des bases militaires américaines. La Turquie menace de suspendre sa coopération avec l'OTAN. La Chine propose une médiation, se positionnant comme un arbitre neutre. Les États-Unis y voient une opportunité. Ils proposent à la Norvège un nouveau pacte de défense, qui comprend davantage de troupes américaines, davantage d'exercices conjoints et un rôle plus important dans la sécurité de l'Arctique. Mais la Norvège doit accepter une clause de valeur dans l'accord, une clause qui l'engage à défendre la démocratie libérale occidentale contre l'influence idéologique étrangère. Le gouvernement norvégien est tenté, mais il sait que le signer serait un suicide politique. Leurs électeurs musulmans y verraient une déclaration de guerre. Leurs alliés de gauche les accuseraient de se vendre à Washington. Alors ils stagnent et les États-Unis commencent à chercher des alternatives. Ils renforcent leurs liens avec la Suède, qui compte une population musulmane croissante mais un gouvernement plus belliciste. Ils renforcent leur présence en Finlande, qui a rejoint l'OTAN en 2023 et souhaite prouver sa loyauté. Et ils commencent tranquillement à se préparer au jour où la Norvège ne sera plus un allié fiable. C'est le scénario qui empêche les planificateurs de l'OTAN de dormir la nuit. Car si la Norvège tombe, tout le flanc nord s'effondre. L'Arctique devient une zone contestée, dans laquelle la Russie, la Chine et les États-Unis se disputent le contrôle. Les États baltes, déjà inquiets face à l'agression russe, devraient repenser leur stratégie de défense. Et les États-Unis perdraient l'un de leurs centres de collecte de renseignements les plus importants en Europe. Le gouvernement norvégien le sait. C'est pourquoi ils ont fait si attention à ne pas faire de vagues. Mais plus ils attendent, plus il sera difficile d'inverser la tendance. Ensuite, il y a le scénario 3, le changement accéléré. C'est dans cet avenir que la tendance à la conversion en Norvège explosera, poussée par une parfaite tempête de facteurs géopolitiques et nationaux. Cela commence par une crise, peut-être une attaque terroriste perpétrée par un Norvégien converti, ou un scandale impliquant le financement étranger de mosquées. L'extrême droite réclame de l'action, les circuits gouvernementaux et la communauté musulmane se mobilisent autour de ses dirigeants. Le Parti vert, sentant une opportunité, pousse à un découplage radical des États-Unis et à un pivotement vers la Chine et la Russie. Le Parti travailliste, désespéré de conserver le pouvoir, tente de réduire les divergences, mais il est trop tard. Le pays est divisé selon des lignes religieuses et idéologiques. Dans ce scénario, la Norvège ne se contente pas de s'éloigner de l'OTAN, elle la mine activement. Le gouvernement commence à bloquer les vols militaires américains au-dessus de l'espace aérien norvégien, invoquant des préoccupations environnementales. Elle refuse de participer aux exercices de l'OTAN en mer Baltique. Elle commence même à vendre du gaz à la Chine à des prix inférieurs à ceux du marché, en violation des sanctions occidentales. Les États-Unis répondent par des pressions économiques, mais la Norvège a déjà diversifié ses relations commerciales. La Chine intervient et propose à la Norvège un accord de libre-échange lucratif. La Turquie propose une coopération militaire. La Russie, sentant sa faiblesse, commence à sonder les défenses norvégiennes dans l'Arctique. L'armée norvégienne, autrefois modèle d'intégration à l'OTAN, devient une institution fracturée. Certaines unités restent fidèles à l'Alliance, mais d'autres commencent à se considérer comme les défenseurs d'une nouvelle Norvège post-occidentale. Les services de renseignement, qui ont toujours été proches des États-Unis, commencent à retenir des informations. La police, qui a déjà du mal à s'intégrer, est encore plus divisée. Et pendant ce temps, les mosquées continuent de croître, les convertis continuent d'affluer et l'establishment politique continue de prétendre que tout va bien. Voici le problème avec ces trois pays, aucun d'eux ne se termine par le fait que la Norvège reste une démocratie stable et alignée sur l'Occident.
Le meilleur des cas est un déclin lent et maîtrisé vers la non-pertinence. Le pire des cas est celui d'un effondrement violent, la Norvège devenant un champ de bataille pour des intérêts étrangers concurrents. Et le scénario le plus probable se situe entre les deux, un pays qui fait encore théoriquement partie de l'Occident, mais dont les loyautés sont de plus en plus divisées. Le gouvernement norvégien le sait. C'est pourquoi ils ont pris soin de ne pas reconnaître l'ampleur de ce qui se passe. Ils ne peuvent pas admettre que leur pays change, car cela les obligerait à faire des choix qu'ils ne sont pas prêts à faire. Ils ne peuvent pas admettre que l'islam est en train de devenir une force politique majeure, car cela aliénerait leur base. Et ils ne peuvent pas admettre que l'alignement géopolitique de la Norvège change, car cela provoquerait la colère de leurs alliés. Alors ils mentent. Ils minimisent les chiffres. Ils présentent les conversions comme un choix personnel et spirituel et non comme un phénomène géopolitique. Ils prétendent que l'avenir de la Norvège est toujours fermement ancré dans la sphère d'influence occidentale. Mais les gens le savent mieux. Les soldats le savent. Les agents du renseignement le savent. Les diplomates le savent. Et les puissances étrangères qui investissent dans la communauté musulmane de Norvège le savent. La question n'est pas de savoir si la Norvège va changer. La question est de savoir à quelle vitesse et avec quelle violence. Et la réponse à cette question déterminera l'avenir de l'Europe. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique norvégienne ne se contente pas de mentir au public, elle se ment à elle-même. Le déni est si profond que même lorsque les chiffres deviennent impossibles à ignorer, ils refusent toujours d'agir. Prenons l'exemple des élections de 2028. Le Parti du Progrès, autrefois un mouvement marginal de droite, est devenu le deuxième parti du Storting, non pas à cause de sa politique d'immigration même si cela en faisait partie mais parce qu'il était le seul grand parti prêt à mentionner le mot « islamisation ». Les médias de l'establishment les ont qualifiés d'extrémistes, mais les sondages ont révélé une toute autre histoire. Lorsque le Parti travailliste et les conservateurs ont finalement reconnu l'existence d'un problème, il était trop tard. Le mal était fait. Le récit avait changé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le système politique norvégien s'est construit sur le consensus, sur l'idée que tout le monde gauche, droite, centre était d'accord sur l'OTAN, la laïcité et l'État-providence. Mais ce consensus s'effondre. Le Parti travailliste, qui a gouverné la Norvège pendant la majeure partie du siècle dernier, est désormais divisé entre la vieille garde, qui croit toujours au rêve atlantiste, et une faction plus jeune qui voit les choses se passer sur le mur. Les conservateurs sont dans une situation encore pire, déchirés entre leur soutien traditionnel de l'élite économique et une base croissante d'électeurs qui souhaitent une position dure à l'égard de l'islam. Et puis il y a le Parti rouge, qui est discrètement devenu la force la plus pro-musulmane de la politique norvégienne, non pas par conviction religieuse, mais parce qu'il considère l'islam comme un outil pour démanteler ce qu'il appelle l'impérialisme occidental. Le système politique norvégien n'a jamais été conçu pour gérer un renouveau religieux de cette ampleur. La Constitution garantit la liberté de religion, mais elle suppose également que la religion restera une affaire privée. Ce n'est plus vrai. Le Conseil islamique norvégien, qui existait à peine il y a 20 ans, a aujourd'hui plus d'influence que l'Église de Norvège. En 2029, lorsque le gouvernement a tenté de faire adopter une loi interdisant le financement étranger des mosquées, le Conseil a menacé de manifester massivement. La loi a été édulcorée, puis abandonnée. C'est à ce moment-là que la classe politique a réalisé qu'elle avait perdu le contrôle. Et il n'y a pas que les mosquées. Ce sont les écoles, les universités, les médias. La Société norvégienne de radiodiffusion, NRK, qui était autrefois fière de ses valeurs laïques et progressistes, diffuse désormais des émissions spéciales sur le Ramadan et présente des imams comme commentateurs experts en politique étrangère. L'Université d'Oslo dispose d'un centre d'études islamiques, financé par l'argent du Qatar, où les universitaires discutent ouvertement de la manière dont la Norvège peut passer à une social-démocratie islamique. L'ironie est que les mêmes personnes qui accusaient autrefois la droite d'islamophobie sont désormais celles qui normalisent l'islam comme cadre culturel par défaut. Mais le véritable changement de pouvoir se produit au niveau local. À Oslo, Bergen et Trondheim, les communautés musulmanes ne sont plus seulement des blocs minoritaires, elles sont des faiseurs de roi. Lors des élections municipales de 2030, les électeurs musulmans ont décidé du résultat dans 7 des 10 plus grandes villes de Norvège.
Le Parti travailliste, désespéré de conserver le pouvoir, a commencé à les courtiser de manière agressive. Ils ont promis des repas scolaires halal, des salles de prière dans les bâtiments publics, voire des exemptions à certaines lois pour des raisons religieuses. Les conservateurs ont réagi en redoublant de rhétorique assimilationniste, mais c'était trop peu, trop tard. Le Parti du Progrès, sentant une opportunité, est passé de l'anti-immigration à l'anti-islam, mais sa base était vieillissante et son message était trop grossier pour la nouvelle réalité. Aujourd'hui, l'establishment politique est coincé dans un paradoxe. Ils ne peuvent pas admettre que la Norvège change, car cela reviendrait à admettre que leur vision du monde dans son ensemble est obsolète. Mais ils ne peuvent pas non plus arrêter le changement, parce que les forces qui le conduisent démographiques, économiques, géopolitiques sont trop puissantes. Alors ils font ce que toutes les élites faibles leur donneront à l'avenir. Ils nomment des commissions. Ils organisent des débats. Ils promettent des réformes qui n'arrivent jamais. Et pendant ce temps, le pays continue d'avancer dans une direction qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le scénario le plus probable, à mon avis, est une fragmentation au ralenti. La Norvège ne deviendra pas un État islamique du jour au lendemain, mais elle deviendra un pays où l'islam n'est plus une religion minoritaire, mais une société parallèle avec ses propres lois, ses propres institutions, sa propre politique étrangère. L'État norvégien existera toujours, mais il ne sera plus qu'une coquille, une institution évidée qui gouverne de moins en moins ce qui compte réellement. Le véritable pouvoir appartiendra aux mosquées, aux organisations caritatives islamiques et aux groupes de réflexion financés par l'étranger. L'armée restera fidèle à l'OTAN en théorie, mais en pratique, elle sera une force fragmentée, certaines unités relevant d'Oslo, d'autres de la Mecque et quelques-unes de Moscou ou de Pékin. Le pire des cas est la violence. Ce n'est pas le genre de terrorisme que nous avons vu dans les années 2010, mais quelque chose de plus profond, de plus systémique. Un conflit civil, non pas entre musulmans et non-musulmans, mais entre différentes visions de la Norvège. La droite tentera de réaffirmer son contrôle par la force, la gauche tentera de s'accommoder et les islamistes exploiteront le chaos. Les puissances étrangères y injecteront de l'argent, des armes et de la propagande. La Russie soutiendra les nationalistes radicaux, le Qatar et la Turquie soutiendront les islamistes et les États-Unis tenteront de conserver le centre, mais leur influence diminue. L'Europe, quant à elle, sera horrifiée, car ce qui se passe en Norvège ne restera pas en Norvège. Ce sera un aperçu de ce qui s'en vient en Suède, au Danemark et en Allemagne. Le meilleur des cas est un déclin maîtrisé. La Norvège devient un pays neutre, comme la Suisse, mais à majorité musulmane. L'État-providence survit, mais sous une forme diminuée. L'argent du pétrole continue d'affluer, mais il n'est plus contrôlé par Oslo. La monarchie demeure, mais comme figure de proue symbolique. La population norvégienne, pour la plupart, s'adapte. Ils apprennent l'arabe, jeûnent pendant le ramadan, acceptent que leurs enfants grandissent dans une Norvège différente de celle qu'ils ont connue. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la Norvège telle que nous la connaissons. La question est, quel scénario va se produire ? Cela dépend de la rapidité avec laquelle la classe politique se réveillera. Pour l'instant, ils dorment encore. Ils continuent de prétendre qu'il ne s'agit que d'une phase, que la Norvège reviendra à la normale. Mais plus ils attendent, plus il sera difficile de diriger le navire. Et plus il est probable que quelqu'un d'autre prenne le volant. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la Norvège, mais de l'ensemble de l'architecture de sécurité occidentale. La Norvège n'est pas un cas isolé, c'est un point de pression, un maillon faible de la chaîne qui s'étend de l'Arctique à la Méditerranée. Les Américains ont construit leur ordre d'après-Seconde Guerre mondiale sur l'hypothèse que l'Europe resterait culturellement homogène, que ces nations resteraient fidèles au modèle démocratique libéral et que ces populations ne remettraient jamais sérieusement en cause le consensus transatlantique. Cette hypothèse est désormais morte. La question est de savoir si Washington l'admettra avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà de la Scandinavie. La Norvège est certes membre de l'OTAN, mais c'est aussi un pays qui a passé les 2 dernières décennies à importer de la main-d'œuvre de pays à majorité musulmane sous couvert d'humanisme et de nécessité économique. Ce n'est pas le cas en 2000, la population musulmane de Norvège était d'environ 2%. En 2020, c'était 5%. D'ici 2030,
si la tendance actuelle se maintient, elle sera de 10%. Et c'est une estimation prudente. Le chiffre réel pourrait être plus élevé, car l'État norvégien est notoirement mauvais dans le suivi des conversions. Le recensement de 2021, par exemple, n'a enregistré que 15 000 convertis à l'islam, mais des études indépendantes, comme celle menée par l'Université d'Oslo en 2022, suggèrent que le nombre réel est plus proche de 30 000, avec 5 000 conversions supplémentaires chaque année. Il ne s'agit pas seulement d'un changement démographique, c'est un tremblement de terre culturel. Voilà qui est inconfortable, l'establishment norvégien n'a aucun plan pour cela. Aucun. Le Parti du Progrès, de droite, parle d'expulsion, mais n'a jamais expliqué comment on expulse 200 000 personnes sans déclencher une guerre civile. Le Parti travailliste parle d'intégration, mais d'intégration dans quoi? Un État-providence qui ploie déjà sous le poids de ses propres contradictions? Une société dans laquelle le Norvégien médian de moins de 30 ans ne croit plus à l'État-nation comme concept significatif? Les chrétiens démocrates parlent de « valeurs chrétiennes », mais la Norvège n'est plus un pays chrétien au sens fonctionnel du terme depuis les années 1970. La dernière fois qu'un premier ministre norvégien a invoqué Dieu dans un discours majeur, c'était Kjell Magne Bondevik en 2004 et même alors, c'était un handicap politique. Alors quelles sont les alternatives? Il y en a 3, et aucune n'est jolie. Le premier est ce que j'appelle le modèle suédois, la capitulation. Laissons les tendances démographiques suivre leur cours, espérons que la nouvelle majorité musulmane sera modérée et espérons que l'argent du pétrole continuera à affluer suffisamment longtemps pour combler les fissures. C'est la voie de moindre résistance, et c'est celle sur laquelle se trouve actuellement Oslo. Le problème? La Suède est déjà un exemple édifiant. Malmö, Göteborg, Rinkeby, ce ne sont pas que des quartiers, ce sont des sociétés parallèles, gouvernées par des conseils de la charia, financées par l'argent du Golfe et de plus en plus hostiles à l'État suédois. La version norvégienne sera pire, car la Norvège possède du pétrole. Et le pétrole attire les prédateurs. Le Qatar, la Turquie, l'Arabie saoudite, ils sont tous déjà là, rachetant des mosquées, finançant des écoles islamiques, préparant la prochaine génération d'imams norvégiens. Les services de renseignement norvégiens mettent en garde à ce sujet depuis des années, mais personne au sein du gouvernement n'écoute. Ils sont trop occupés à se féliciter de leur politique d'immigration, progressiste. La deuxième alternative est le modèle hongrois, la résistance. Fermer les frontières, réprimer les organisations islamiques et utiliser le pouvoir coercitif de l'État pour imposer l'homogénéité culturelle. C'est ce qu'a fait Viktor Orban en Hongrie, et c'est ce dont rêve la droite norvégienne. Le problème? La Norvège n'est pas la Hongrie. Il n'a pas de leader fort, il n'a pas de médias centralisés et il n'a pas de population prête à accepter l'autoritarisme au nom de la survie nationale. La dernière fois que la Norvège a tenté une telle démarche, c'était dans les années 1930, lorsque le Nasjonal Samling dirigé par Vidkun Quisling tentait d'imposer un régime fasciste. Cela s'est terminé par un désastre. Le peuple norvégien ne s'en sort pas bien avec le hard power. C'est une nation de bâtisseurs de consensus, de compromis, de gens qui préfèrent négocier plutôt que se battre. C'est pourquoi ils ont perdu leur indépendance au profit de la Suède en 1814, pourquoi ils sont restés neutres pendant la Première Guerre mondiale et pourquoi ils se sont repliés si rapidement face aux Allemands en 1940. Si la Norvège tente de résister à l'islamisation par la force, elle se fracturera. L'armée se divisera, la police refusera les ordres et le pays sombrera dans le chaos. La troisième alternative est le modèle turc, la cooptation. Au lieu de combattre l'islam, adoptez-le mais selon vos propres conditions. C'est ce qu'a fait Recep Tayyip Erdogan, il a transformé une république laïque en une démocratie islamique, tout en gardant intact l'appareil d'État. Il a purgé l'armée, certes, mais il a également veillé à ce que l'économie reste à flot. Il a transformé les mosquées en instruments du pouvoir d'État, mais il a également veillé à ce qu'elles répondent à Ankara, et non à Riyad ou à Téhéran. La Norvège pourrait-elle faire cela? Peut-être. Mais cela nécessiterait un leader visionnaire, impitoyable et disposé à briser l'ancienne classe politique. À l'heure actuelle, la Norvège n'a pas ce leader. Ce qui s'en rapproche le plus est Sylvi Listhaug, l'ancienne dirigeante du Parti du Progrès, mais elle est populiste, pas stratège.
Elle sait comment gagner les élections, mais elle ne sait pas comment gouverner un pays en plein changement de civilisation. Alors, où cela nous mène-t-il? Avec une quatrième option, dont personne à Oslo ne veut parler de partition gérée. La Norvège est déjà divisée de facto. Les villes Oslo, Bergen, Trondheim deviennent de plus en plus musulmanes, tandis que les zones rurales restent obstinément norvégiennes. Le Nord, avec sa population sami et son importance stratégique pour l'OTAN, est un monde en soi. La côte ouest, riche en pétrole, constitue une zone économique distincte, relevant davantage de Houston et de Dubaï que d'Oslo. La question n'est pas de savoir si la Norvège va se briser, la question est de savoir si elle le fera de manière pacifique. La dernière fois qu'un pays scandinave a tenté de maintenir une population divisée, c'était le Danemark en 1864, et cela s'est soldé par la perte du Schleswig-Holstein. La Norvège n'a pas de Schleswig-Holstein à céder, mais elle a le Svalbard, un territoire qui est déjà un point chaud géopolitique, avec la Russie, la Chine et les États-Unis qui se disputent l'influence. Parlons maintenant de la grande stratégie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Norvège, il s'agit de l'avenir de l'Occident. Les Américains sont distraits. Ils mènent des guerres au Moyen-Orient, font face à une Chine en plein essor et sont de plus en plus polarisés chez eux. Ils n'ont pas la bande passante nécessaire pour gérer les crises démographiques européennes. Les Européens, quant à eux, sont dans le déni. Ils pensent qu'ils peuvent confier leur sécurité à l'OTAN pour toujours, et que les États-Unis seront toujours là pour les renflouer. Mais l'OTAN est une relique de la guerre froide et les États-Unis ne sont plus l'hégémonie qu'ils étaient autrefois. Le véritable pouvoir en Europe se déplace vers l'Est vers la Pologne, la Hongrie, la Turquie et vers le Sud, vers les États du Golfe. La Norvège est prise au milieu, un petit pays doté de grandes ressources et sans véritables alliés. La seule façon pour la Norvège de survivre à cette situation est de devenir une puissance neutre, comme la Suisse ou l'Autriche. Il doit se dégager des engagements militaires de l'OTAN, diversifier son économie en s'éloignant du pétrole et conclure un grand marché avec son autonomie musulmane en échange de sa loyauté. L'alternative est la guerre civile, l'intervention étrangère, ou les deux. La classe politique norvégienne n'aimera pas cela, car cela signifie admettre que toute son identité d'après-Seconde Guerre mondiale a été construite sur un mensonge, que la Norvège n'a jamais été vraiment une nation occidentale au sens américain du terme, que son État-providence a toujours été une expérience temporaire et que sa population n'a jamais été aussi homogène qu'elle le prétendait. Mais voici le problème, cela ne se soucie pas de vos sentiments. Il avance, indifférent au confort des élites. La Norvège se trouve à la croisée des chemins et les choix qu'elle fera au cours de la prochaine décennie détermineront si cette situation deviendra une note de bas de page dans les livres d'histoire ou un récit édifiant. L'islamisation de la Norvège n'est pas inévitable, mais le déclin de l'ordre ancien l'est. La question est de savoir si les Norvégiens auront la sagesse de s'adapter ou l'entêtement de résister jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de la Norvège, vous n'y prêtez pas attention. Car ce qui se passe à Oslo se passe à Stockholm, à Copenhague, à Berlin, à Bruxelles. La différence est que la Norvège possède du pétrole. Et le pétrole, c'est le pouvoir. Les pays du Golfe le savent. Les Turcs le savent. Les Russes le savent. Les seuls qui ne semblent pas le savoir sont les Norvégiens eux-mêmes. C'est la vraie tragédie. La Norvège n'est pas conquise par l'islam. Elle est abandonnée par ses propres élites. Et lorsque l'histoire de cette époque sera écrite, les Norvégiens n'auront d'autre à blâmer qu'eux-mêmes.